Et les gens, c'est Murmur, il y a quelque chose de triste dans le fait de voir une franchise avec laquelle on a grandi mourir. Savoir qu'elle a marqué des millions de joueurs en leur donnant des souvenirs incroyables pour finalement être tué par un jeu qui profite du nom pour vendre de la merde. J'ai l'impression d'avoir acheté un sandwich où la viande est de la nostalgie et les deux pains sont des bugs et des microtransactions. Ah, puis en plus, il est moisi. Aujourd'hui, je fais l'autopsie de diverses licences qui, dans certains cas, sont mortes trop jeunes, alors que pour d'autres, c'était la fin d'une longue agonie. La série Banjo-Kazooie a bercé la jeunesse de beaucoup d'enfants des années 90, avant d'apprendre à ces mêmes enfants le concept de trahison en 2008. Banjo-Kazooie Nuts and Bolts est correct, mais c'est pas un jeu banjo. Le concept de construction de véhicules est juste tellement différent de la formule qui a fait le charme des premiers jeux. Même les personnages, je comprends de moderniser le look visuel, mais là, ils ont enlevé tout le côté coloré et fun. On dirait que Banjo veut plus faire ses impôts que sauver le monde. La créativité du gameplay reste assez fun, mais le fait que c'est un jeu Banjo-Kazooie est plus dérangeant qu'autre chose. Le jeu aurait bénéficié de s'appeler n'importe quoi d'autre, même Sylvain Paul. Les fans de la série se demandent pourquoi ils jouent pas à un jeu de plateforme, alors que les nouveaux joueurs se demandent pourquoi ils conduisent un véhicule en contrôlant un ours avec un oiseau dans son sac. En fait, Nuts and Bolts serait beaucoup moins méprisé si ça avait juste été un spin-off et qu'il y avait eu 2-3 jeux principaux Banjo depuis. C'est assez évident que l'échec commercial avec environ 140 000 unités vendues aux États-Unis après 2 mois a tué l'envie potentielle d'un jour Factory. C'est pas pour rien qu'après la réception décevante, Microsoft a congédié des employés et restructuré le reste de l'équipe de Rare pour devenir un studio qui se concentre sur des jeux Kinect. Aussi appelé au Moyen-Âge la technique de l'exil, la série méritait pas de mourir et à voir la réaction du public à l'annonce de Banjo dans Smash, c'est clair qu'elle a encore tellement de fans. Ce qui rend encore plus frustrant le fait que depuis 2008, on a eu plus de jeux Bobsy que Banjo. Bobsy 3D a tellement tué Bobsy que la franchise est ramenée à la vie de manière ironique. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe avec SimCity? Qu'est-ce qui se passe? SimCity 2013 est une catastrophe à tous les niveaux. C'est pas facile d'avoir 2.3 sur Metacritic. Je veux dire, avoir précisément 2.3, c'est une moyenne et tout, là. Faire un mauvais jeu pathétique, ça c'est simple. À sa sortie, c'était rempli de bugs, de crash, il y avait même un problème de sauvegarde qui s'auto-effaçait. Parce que la meilleure façon de récompenser le peu de joueurs qui jouent malgré les bugs, c'est d'effacer ce qui leur rappelle que construire tout ça, c'était de la merde. Mais le plus gros problème initial, c'est qu'on devait toujours être connecté à Internet pour avoir accès au jeu. Pourquoi? En plus, les serveurs étaient même pas capables de fournir la demande, donc les joueurs attendaient parfois des heures pour se connecter juste pour jouer seuls. C'est encore plus drôle qu'EA a menti en disant que c'était vraiment nécessaire pour faire fonctionner le jeu, sinon la majorité des PC normaux seraient pas capables de simuler l'activité endiablée de la ville. Va te faire foutre, EA! Une phrase qui résume environ la moitié des jeux qu'on va voir. Non seulement EA a finalement cédé et mis un mode hors ligne, ils l'ont fait parce que quelqu'un a découvert que c'était programmé dans le jeu depuis le début et que pour faire fonctionner ça hors ligne, il fallait juste enlever une ligne dans le code. Le jeu comprend quand même des bonnes idées, mais il y a tellement de lacunes, on peut même pas changer le relief du terrain, ce qui était dans SimCity 4 sorti en 2003. C'est comme les compagnies qui vendent des pantalons sans poche. Allez chier, je le sais que vous êtes capable! Mais le pire, c'est que les villes sont super petites, ça enlève tellement au sentiment de grandeur qui est censé nous faire vivre la franchise. Et ça devient encore plus ridicule quand on compare avec City Skyline, qui oui, est sorti 2 ans après, mais des mises à jour, ça existe, surtout que vous avez forcé les joueurs pendant presque 1 an à être en ligne, donc vous avez pas d'excuses. Bon, ça a sûrement pas aidé qu'un peu plus d'1 an après sa sortie, EA a fermé le studio Maxis Emeryville qui était responsable du jeu. Depuis, SimCity a perdu la guerre de simulateur de ville et se limite pas mal juste à un jeu mobile avec Build It. Moi j'ai joué, c'était vraiment bien! Pendant environ 1 semaine avant que n'importe quelle progression soit bloquée derrière des microtransactions. J'avais du plaisir avant de devoir choisir entre un nouveau musée et un de mes reins. La série Dead Rising en est une qui a pris le monde du jeu vidéo d'assaut en 2006 en étant une exclusivité Xbox vraiment unique. En autant que vous avez pas vu le film L'Armée des Morts. Le jeu arrivait au début de la nouvelle vague populaire des zombies en étant 4 ans après 28 jours plus tard, mais environ 4 ans avant Zombieland et The Walking Dead. Après 2 suites qui complètent la trilogie en 2010 et 2013, la série pouvait pas s'arrêter là. Le 3e jeu était le meilleur vendeur. Microsoft se demandait jusqu'où peut aller la franchise.
Malheureusement, Dead Rising 4 est un cas typique de la question. Est-ce que vous faites le jeu parce que vous avez une idée ou juste parce que c'était le temps de faire un autre Dead Rising? Dans quelle catégorie entre l'option qu'on a besoin d'argent? Le problème, c'est que non seulement la folie zombie commençait à perdre de son élan en 2016, mais Dead Rising 4 est aussi le jeu le plus faible de la série. La base était là pour réussir avec le retour au centre commercial, le retour du protagoniste iconique du premier jeu Frank West et la thématique de Noël, mais justement, on sent que le jeu a été rushé pour sa sortie en décembre. Même si le gameplay est solide, il y a des fausses bonnes idées qui deviennent lourdes. L'élément photographie est beaucoup trop présent. Je comprends que Frank est photographe, mais c'est pas fun dans un jeu de zombies, une chance qu'il était pas jardinier. Il n'y a pas de coop, le gameplay est répétitif et on sent que la série peine à se renouveler sans perdre son identité. Le jeu aurait vraiment bénéficié de l'expression « moins c'est plus ». On est rendu avec un masque de dragon qui crache du feu alors que le charme du premier, c'est de battre des zombies avec un cactus. Dead Rising 5 avait commencé son développement et devait se dérouler entre l'histoire du 2 et du 3, mais Capcom a fermé le studio de Vancouver qui faisait le jeu et il a été du même coup abandonné. En 2024, il y a eu un remaster du premier Dead Rising, mais je compte pas vraiment ça comme une série active, c'est plus une tentative de réanimer une licence morte. Genre, si ça se vend bien, on va peut-être relancer la série, et sinon, ça nous donne une excuse à dire aux fans de la série qui nous harcèlent pour faire un nouveau jeu. Ben, si vous vouliez un nouveau jeu dans votre franchise préférée, vous aviez juste à racheter le jeu que vous avez sûrement déjà et qui vous a donné envie d'avoir une suite à la base. Ah, et ça va coûter 10$ de plus, même si le jeu a 20 ans. Merci. Je pense que tout le monde se souvient de Saints Row, la série qui a essayé de tenir tête à GTA, et bon, même si elle n'a jamais vraiment réussi à se rendre à ce niveau, elle nous a quand même offert d'excellents jeux avec leur style propre à eux. Saints Row 2022 est un reboot qui débarque 7 ans après le 4, et bon, on était quand même rendu avec des super-héros, donc le fait de recommencer à zéro, c'est pas nécessairement mauvais. Le fait que le jeu est mauvais. Saints Row a vraiment perdu de son aura, son humour et sa folie qui faisait le charme de ses prédécesseurs. Visuellement, c'est pas mal, c'est pas ça le problème. Le gameplay, par contre, c'est zéro fluide. L'impact des balles est faible. On dirait que les personnages font semblant d'avoir mal pour nous faire plaisir, comme si on était un enfant de 9 ans qui tire sur son père avec un Nerf gun. Nos déplacements et le jeu de tir ressemblent plus à Fortnite, mais si t'es constamment dans un endroit avec une connexion qui te donne un léger lag énervant, les missions sont linéaires, répétitives et trop scriptées. L'intelligence artificielle est ridiculement mauvaise. Les policiers sont tellement nuls qu'ils te donnent envie de pas faire de crime juste pour pas interagir avec eux et gâcher l'immersion. Honnêtement, je vois pas l'intérêt de jouer à ça quand GTA V existe, même si le jeu a 10 ans. Saints Row a pas de vie, pas de charme, la ville est vide et comme si c'était pas assez, il y a des bugs ridicules pour un jeu d'une aussi grosse franchise. Dans les anciens Saints Row, il y avait des guerres de territoire avec un vrai impact sur le monde. Ici, les autres gangs n'ont pas de réaction à nos attaques. On les bat une fois et c'est comme s'ils abandonnent le crime et décident de retourner à l'école. Faire un reboot, d'habitude, c'est pour amener un vent de fraîcheur, prendre un nouveau départ. Mais là, on dirait que c'est juste pour redonner des faux espoirs aux fans qui avaient perdu intérêt avec les éléments surnaturels des derniers jeux. Le jeu a tellement été mal reçu universellement que le studio qui a créé Saints Row a été dissous et absorbé dans une autre compagnie qui s'appelle Gearbox. Saints Row n'a pas juste tué la franchise, mais le studio au grand complet. La série Star Fox est une des plus étranges pour Nintendo. Les premiers jeux sont de loin les meilleurs, surtout Star Fox 64, mais depuis, la série se cherche une identité et avec Star Fox Zero, elle l'a finalement trouvée. C'est d'être morte. Star Fox Zero, c'est grosso modo l'histoire réimaginée de Star Fox 64, qui a déjà eu un remaster avec Star Fox 64 3D, et qui était à la base une sorte de réimagination de Star Fox sur Super NES. Là, le jeu est juste un cas où on voit de quoi aurait l'air Star Fox avec l'utilisation du gamepad sur Wii U. Un jeu qui serait mieux sans le gamepad sur Wii U. Avec 2 écrans et la rapidité du jeu, c'est difficile d'emmagasiner toute l'information et au final, ça donne l'impression de jamais regarder à la bonne place. Ça n'a pas aidé non plus qu'en 2016, la Wii U était déjà presque morte. La Switch sortait moins d'1 an après en début 2017, donc c'est pas surprenant que le jeu a connu le pire lancement de la série en termes de vente. C'est d'ailleurs un des seuls jeux Wii U principal qui n'a pas eu de port en version Switch, donc c'est assez évident que la série a été abandonnée. Mais si Zero a probablement achevé Star Fox, je pense que Command sur DS est une des raisons que c'est vraiment dur de faire une vraie suite.
Le gameplay était cool, mais le jeu avait une histoire super complexe où il existe comme 10 fins différentes possibles. Comment tu veux faire une vraie suite et poursuivre l'histoire après ça? D'habitude, ça fonctionne bien avec une série où pour la suite de la franchise, on va jouer un perso différent comme dans Fallout ou Elder Scrolls. Non, j'ai pas vraiment besoin d'avoir une mise à jour sur le cousin de Shrek. Donc là, Star Fox est coincé dans un cercle sans fin de remaster et de reimagination, ou de franchises totalement disparues, c'est au choix. Qui se souvient plus jeune de vouloir vraiment faire du skate? Essayer, réaliser que c'est absurdement dur et se dire « bon, ben ça va se passer sur ma télé ». Moi, je m'en souviens. Les jeux Tony Hawk étaient parfaits pour tout le monde qui tenait à la sécurité de leurs chevilles, mais malheureusement, au fil des années, la série est rapidement devenue surexploitée et a connu un déclin assez prononcé qui s'est conclu avec Tony Hawk's Pro Skater 5, le 18e jeu Tony Hawk's. Enfin, en 2002, après le succès des premiers jeux, Tony Hawk's avait signé un contrat avec Activision comme quoi la compagnie pouvait faire des jeux sous son nom jusqu'en 2015. Ça explique bien des choses. C'est un des cas les plus évidents d'attrape-pognon jamais vu. Le fait qu'ils ont même ramené le nom iconique Pro Skater alors qu'aucun jeu après les 4 premiers de 1999 à 2002 avait ce nom montre à quel point ils se foutaient totalement de détruire l'héritage de la série. Le jeu est pathétique, les graphiques étaient tellement laids qu'à la dernière minute, ils ont mis un effet shell shading comme une modèle Instagram qui essaie de cacher un bouton. C'est l'équivalent d'avoir un chien qui chie sur le plancher et au lieu de le nettoyer, tu mets un tapis par-dessus. J'aurais peut-être dû au moins mettre du Purell. En plus, le jeu était pratiquement injouable à sa sortie. Il fallait télécharger un patch dès le jour 1 de 8 GB, sinon on avait seulement accès au tutoriel. Ce qui, ironiquement, est assez pour comprendre que tu veux pas le reste du jeu. C'est vide, mais vide à un point qui est inacceptable. Les jeux Tony Hawk's sortis 15 ans plus tôt avaient plus de vie. Il y avait des citoyens et même des véhicules avec lesquels on pouvait interagir. Et non seulement il n'y a rien, mais même rien, c'est trop demandant parce que le jeu peut prendre plus de 30 secondes pour seulement afficher à l'écran tous les éléments du décor de base. On dirait que je suis dans un jeu post-apocalyptique, mais où même les zombies ont foutu le camp. C'est parce qu'à la base, c'était censé être un multijoueur en ligne où on devait toujours être connecté à Internet. Pourquoi? C'est Tony Hawk's! C'est encore plus pathétique considérant que les serveurs ont fermé moins de 3 ans après la sortie et que maintenant, le jeu fait juste chercher en permanence un serveur qui n'existe pas. Donc là, si pour une raison étrange, on veut jouer à Tony Hawk's Pro Skater 5, on doit déjouer notre console pour lui faire croire que le mode en ligne n'existe pas en déconnectant le fil Internet. Qui fait autant d'efforts pour vivre ça? Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà trop. Même Activision le sait que c'est de la merde. Le jeu est même plus achetable en ligne. Il a été délisté. Normalement, je suis contre ça. Je trouve que c'est triste de voir un jeu disparaître totalement, mais c'est un cas où je me dis tant mieux. Depuis 2020, les 4 premiers Pro Skater ont eu des remakes et à la surprise de personne, le 5 n'a pas été inclus. Par contre, ils sont bien faits, ce qui pourrait ramener un intérêt envers la série, mais pour l'instant, on n'a rien eu de nouveau depuis 2015. On l'oublie facilement, mais il y a une époque où Call of Duty était le underdog des jeux de guerre. Ça vous apprendra à prendre pour les underdogs. Des fois, on crée des monstres. Au début des années 2000, Medal of Honor était la référence sur la Deuxième Guerre mondiale. Son côté réaliste et cinématographique était impressionnant, d'autant plus que la série a été créée par Steven Spielberg. C'est un gros fan de jeux vidéo comme on a pu le voir avec son film Ready Player One, et il a eu l'idée d'un jeu de guerre en filmant le film Il faut sauver le soldat Ryan parce qu'il voulait créer une expérience éducative pour les plus jeunes, en autant que leurs parents achètent le jeu. Les 12 premiers Medal of Honor de 1999 à 2007 étaient sur la Deuxième Guerre mondiale, mais après l'explosion de Call of Duty en 2007 avec Modern Warfare et son mode en ligne, c'était assez clair que l'époque des jeux historiques de Deuxième Guerre mondiale était morte. C'était donc l'heure de la dernière chance en 2012 avec Medal of Honor Warfighter et c'est un jeu générique. Il est pas mauvais, mais c'est tellement loin de la compétition. La série a essayé de devenir Call of Duty au lieu de se concentrer sur ses propres forces et c'est comprenable, mais au final, c'était juste une moins bonne version d'un jeu ultra populaire à la rejouabilité infinie vu le multijoueur. L'histoire dans l'aventure est aussi pas fameuse. C'est confus, le gameplay dans l'émission est super linéaire, mais surtout, l'intelligence artificielle est nulle.
Le seul point cool, c'est que l'émission était souvent basée sur des vraies missions et très près de la réalité parce que des soldats donnaient des infos classifiées pour aider les développeurs. Ça a même créé un scandale et tu sais, c'est le fun que les missions sont réalistes. Mais ça sert à quoi si nos ennemis ont l'intelligence d'une poire? Warfighter a connu une chute à 3 millions d'unités, alors qu'EA avait dans sa propre cour Battlefield qui, l'année d'avant, venait d'en vendre 17 millions. C'était donc plus simple de mettre tous ses efforts sur la série qui se rapproche de Call of Duty et non celle qui s'en éloigne. Mais en 2020, on a revu la série sortir de nulle part pour un jeu VR. C'est jamais bon signe, ça. C'est comme l'ami d'école que t'as pas vu depuis 10 ans qui t'appelle pour essayer de t'embarquer dans de la vente pyramidale. Mais c'est pas la seule licence qu'on a perdue parce qu'elle voulait devenir le prochain Call of Duty et étrangement, Dead Space 3 est un des meilleurs exemples. La base du premier jeu, c'est son côté claustrophobe qui rend le joueur mal à l'aise avant, pendant et après chaque action. C'est un des jeux les plus stressants auxquels j'ai joué et si le deuxième mélange un peu plus l'horreur avec l'action, on est loin de Dead Space 3 qui devient presque juste un jeu de tir avec une ambiance confuse. Sérieux, j'adore les niveaux hivernaux, c'est un de mes thèmes préférés, mais qui a pensé que c'était une bonne idée un monde aussi blanc alors que le premier jeu est plus sombre que le cul d'un ours? C'est autant sa place dans Dead Space qu'un albinos dans un salon de bronzage. Mais il y a une explication logique pour le changement de style drastique. EA. Les ventes décevantes du deuxième jeu ont poussé EA à demander des changements majeurs pour rejoindre un plus grand auditoire et ça a juste dénaturé le jeu. Les jeux d'horreur se vendent assez bien, mais ça reste plus niché. Un des éléments centraux de Dead Space 3, c'est le mode histoire coopératif. Pour certains jeux, c'est cool, mais là, une des forces du premier Dead Space, c'est la solitude perpétuelle qui nous rappelle qu'au final, on va tous mourir seuls. Dead Space n'était pas traumatisant pour les gens qui ont peur de l'obscurité, mais pour les gens qui ont peur de l'abandon. L'aspect le plus terrifiant de l'aventure, c'est d'être isolé, de vivre le sentiment que personne d'autre peut nous aider. Dead Space 4 a été proposé à EA en 2024, mais après les ventes décevantes du remake de 2023, ils ont refusé et depuis, la franchise est sur la glace. Ce qui est encore plus frustrant ici parce que ça rappelle la foutue planète du troisième jeu. Metal Gear est une des franchises les plus iconiques du jeu vidéo et elle nous montre que dans la vie, tout est possible, même l'échec. Quoiqu'au moins peu de gens ont pu jouer à Metal Gear Survive parce qu'à sa première semaine, le jeu a à peine vendu 5% de ce qu'avait fait Phantom Pain. C'est fréquent et je me suis déjà plaint plusieurs fois de ça, mais c'est juste pas un jeu Metal Gear. Quand une franchise comprend 2-3 jeux, à la limite un changement de style, c'est pas idéal, mais pourquoi pas? Exactement pour ça. Mais là, c'est 30 ans d'histoire, des dizaines de jeux où le focus est l'infiltration. Si vous voulez faire un jeu de zombies, pourquoi vous faites pas juste un jeu de zombies? En fait, ça ressemble beaucoup plus à un règlement de compte avec le légendaire développeur Hideo Kojima qui a créé la licence et dont le départ de Konami a été hyper controversé. Peu de temps avant la séparation, son nouveau projet Silent Hills a été annulé, son nom retiré de tout le matériel promotionnel de Metal Gear Solid 5 et son studio à l'interne Kojima Productions allait être dissous. Hideo Kojima annonça à la fin de 2015 qu'il quittait Konami après 29 ans, entre autres à cause de sa vision différente du studio qui voulait prioriser les jeux mobiles ultra rentables. Aussi appelé chier de l'or. Metal Gear Survive est à l'image de la nouvelle vision de Konami, remplie de microtransactions et le online est obligatoire. C'est chiant, notre barre d'endurance se vide en 5 secondes. Est-ce qu'on est un super soldat ou un asthmatique qui vient de manger une lasagne? Le gameplay est super répétitif. Nos affrontements contre les zombies ressemblent à The Walking Dead quand les zombies avaient perdu leur effet wow et que les tuer était rendu une tâche du quotidien qu'on fait en étant blasé. Oh, au moins c'est mieux ça que faire la vaisselle. Mais l'exemple ultime d'une franchise qui a non seulement été tuée par le produit final qu'est son dernier jeu, mais aussi son développement interminable, c'est Duke Nukem. Après tout, c'est un exploit incroyable d'avoir des trailers pour un seul jeu qui vont de 1997 à 2011. Mais bon, c'est aussi un exploit de débouler les escaliers sans renverser son verre d'eau. Oh merde, j'ai oublié de mettre de la glace. Duke Nukem Forever a été annoncé en 1997, peu de temps après le succès monstre qu'a été Duke Nukem 3D, mais l'équipe de développement est rapidement passée du moteur graphique Quake 1 au Quake 2 avant de finalement passer à Unreal Engine tout en promettant une sortie en 1999, puis de recommencer le jeu à zéro en 2003, avant de faire la même chose en 2006.
À ce stade-là, le tiers des employés ont juste décidé de quitter le navire. La nouvelle version a finalement été annoncée avec un trailer en 2007, 2 ans avant que l'éditeur du jeu Take-Two perde finalement patience et décide de poursuivre le studio responsable du développement, et à ce moment-là, tous les employés ont été renvoyés. Ils ont finalement formé une nouvelle compagnie pour continuer le développement du jeu et Gearbox Software a acheté la licence Duke Nukem pour finalement annoncer une sortie le 3 mai 2011. Avant d'être finalement décalé une dernière fois à juin. Je sais que j'ai dit trop souvent finalement, mais c'était pour vous mettre dans l'ambiance de se dire « Ben voyons, ça va-tu finir bientôt? » À sa sortie, le jeu était déjà une relique du passé. Duke Nukem 3D était populaire en 1996 parce que c'était un bon jeu de tir avec un humour immature unique. Mais en 2011, il n'y a rien d'unique là-dedans. Ça a tellement été vu et les trucs qui n'ont pas été vus, ben, il y a une raison que ça n'a pas été vu. Si je veux voir du caca se faire lancer, je vais regarder des vidéos de singes. J'ai pas besoin du côté immersif de contrôler le personnage qui le fait. Voir une franchise disparaître peut être triste avec l'aspect nostalgie lié à des jeux qu'on aimait beaucoup, mais en vrai, la majorité du temps, il y a une bonne raison derrière la disparition d'une série. Un changement de culture qui rend le style démodé, un manque d'intérêt des joueurs ou même des développeurs qui veulent passer à autre chose. Aussi décevant que ça peut être de ne pas avoir un nouveau jeu qu'on veut vraiment, des fois c'est mieux vouloir un jeu qu'en avoir un bâclé qui vient détruire le souvenir qu'on a d'une franchise. C'est correct de laisser des choses au passé et en réalité, même si ces vieux jeux-là sont morts depuis des années, ils sont toujours accessibles si jamais on veut les ressortir et jouer avec. C'est pas valable pour tout, ça. J'ai essayé de le faire avec mon grand-père et depuis, légalement, je peux plus m'approcher à moins de 100 mètres d'un cimetière.